Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Comme le dit si bien la célèbre chanson, il va y avoir du sport dans cette émission. Le tournoi de Roland-Garros s'ouvre ce dimanche 25 mai, porte d'Auteuil, en grande pompe avec un hommage à Rafael Nadal. Qui sont les favoris de cette nouvelle édition? Quelles sont les chances françaises? On répond à ces deux questions en tout début d'émission en compagnie de nos spécialistes. Nous ouvrirons notre page culture avec cette performance non moins sportive d'une humoriste, Sophie Forte. Et sur la scène du théâtre Essaillon à Paris, une performance mise en scène entre autres par Virginie Lemoine qui ne manque pas de vitamines. Nous recevrons ces deux femmes dans un court instant dans ce studio. Et si le tennis n'est pas votre jeu, eh bien ne partez pas tout de suite car Bernard Babkin vous a sélectionné 3 sorties qui vont faire mouche ce week-end et vous assurez un vrai service gagnant côté divertissement. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Adrien Besse, vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste de la planète tennis. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Christophe Desclous, vous occupez la fonction de directeur général adjoint en charge du tourisme au sein de l'agence de promotion Choose Paris Région. Bienvenue également dans cette émission. Et enfin, Romain Schneider, vous êtes avec nous à distance depuis la porte d'Auteuil où se déroulent les internationaux de France et vous êtes également journaliste au Figaro au sein du service des sports. Bonjour Romain, soyez le bienvenu dans ce rendez-vous. Alors ce dimanche, je le disais en introduction, s'ouvre le tournoi de Roland-Garros. Première question pour vous, peut-être Christophe Desclous. Comment expliquez-vous que chaque année, l'appétit des Français, et j'ai même envie de dire l'appétit du monde entier, ne faiblisse pas? C'est vrai que c'est un rendez-vous très populaire, Roland-Garros. C'est un super événement, Roland-Garros. Déjà, il fait partie des grands chelems. Il y a 4 grands chelems que vous connaissez aux États-Unis, Wimbledon évidemment, oui. L'Australie et celui de terre battue qui est ici en Ile-de-France. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore 10 ans, il y avait 400 000 spectateurs qui allaient assister aux internationaux de France. Et aujourd'hui, on est à au-delà de 600 000. Et a priori, cette année, on vise les 700 000. Et comment expliquez-vous cette affluence croissante? C'est quand même assez incroyable que chaque année, cette compétition soit de plus en plus suivie. Alors déjà, je pense qu'il y a une appétence pour le tennis. Ouais. Il y a eu des émissions, des documentaires aussi sur des plateformes comme il y a eu pour la Formule 1. Donc oui. Il y a déjà plus d'intérêt. Il y a de plus en plus de gens qui jouent au tennis, évidemment. Mais surtout l'écran. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait la Fédération française de tennis dans l'organisation de l'expérience client dans le tournoi de Roland-Garros est assez exceptionnel. Et donc tout le monde a envie d'y être. Et juste une aparté sur cette semaine, la Opening Week en bon français, qui pour 39 € au maximum, vous aviez toute la journée sur tous les cours annexes où il y avait soit des entraînements des grands joueurs, soit carrément des qualifs avec des jeunes qui doivent se qualifier pour le tableau final. Et donc, c'est des parties de tennis assez incroyables. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que Roland-Garros est aussi une compétition accessible. 39 € pour une journée, c'est vrai que ce n'est pas non plus un tarif démesuré. Oui, tout à fait. Et en plus, comme disait M. Desclous, les organisateurs misent vraiment sur cette semaine d'ouverture. En fait, généralement, les tournois du Grand Chelem se jouent sur 2 semaines et Roland-Garros dit maintenant c'est 3 semaines. On veut vraiment offrir au public cette partie accessible. Et même pendant les 2 semaines de vraie compétition, entre guillemets, tous les cours annexes, en dehors des grands cours, sont accessibles, sans place attitrée et à des tarifs très abordables. C'est une belle fête populaire, absolument. Alors, dans quelle mesure ce tournoi a-t-il aussi des conséquences sur le tourisme en Ile-de-France? Ça a des retombées économiques énormes. Le tournoi de Roland-Garros, l'année dernière, c'était 300 millions d'euros de retombées économiques. Par exemple, la Ryder Cup qu'on a eue en 2019, qui est du golf, donc c'est quand même assez niche. Oui, absolument. 100 millions d'euros sur 5 jours de retombées économiques. Mais comment expliquez-vous qu'il y ait autant de retombées économiques, notamment sur la Ryder Cup, sachant que c'est un public très niche, c'est pas quand même très populaire? Du coup, c'est de la clientèle premium qui va dans de l'hôtellerie premium, qui va dans la restauration, qui va faire du shopping dans les grands magasins ou dans les magasins haut de gamme qu'il y a évidemment à Paris et qui sont en fait heureux de tout l'environnement qu'il y a autour des internationaux. Est-ce que la clientèle des internationaux de France est également premium? Est-ce qu'il y a une grosse partie de la clientèle qui a beaucoup d'argent? Alors, il y a une partie qui est très populaire, comme on le disait, en particulier cette semaine, et qui accède avec des vrais fanatiques de tennis qui viennent soutenir soit les joueurs français, mais voilà les grandes stars. Et après, il y a toute la partie qui a été développée sur l'hospitalité, où vous avez beaucoup d'entreprises qui invitent des invités, du coup,
coup à venir. Et donc il y a toute la partie hospitalité qui se développe énormément. Et s'il y a autant de monde lors de ces internationaux de France, c'est bien parce que nous assistons aussi chaque année à des matchs d'anthologie. Romain Schneider, je vais me diriger vers vous parce que je vais vous poser la question effectivement que tout le monde attend. Qui sont les grands favoris de cette compétition, de cette édition 2025 ? Alors dans le tableau masculin, on a clairement 2 joueurs qui se détachent. Donc Carlos Alcaraz qui a remporté 2 Masters 1000 durant la période de terre battue, et Yannick Sinner qui est resté numéro 1 mondial, qui a été suspendu plus de 3 mois à cause d'une histoire de dopage, qui n'avait plus joué depuis l'Open d'Australie en fin janvier, et qui est revenu il y a 2 semaines à Rome, et qui pour son retour a déjà atteint la finale de Rome, et il a perdu assez nettement en finale contre Alcaraz. Ce sont les 2 meilleurs joueurs du monde depuis 1 an et demi, on va dire 2 ans. Ils se sont partagés les derniers tournois du Grand Chelem, puisqu'ils en ont remporté 2 chacun. Et Sinner, alors je dirais qu'Alcaraz a un léger avantage sur terre battue, car Sinner, c'est la seule surface où il n'a pas encore gagné de grands tournois. Même s'il a tous les atouts pour devenir aussi un très grand joueur de terre battue et un vainqueur de Roland-Garros. Mais je pense que oui, normalement, si tout se passe bien, on devrait retrouver ces 2 champions en finale. Après, il y a toujours des aléas, des blessures, des coups de moins bien, mais c'est clairement les 2 joueurs qui sont au-dessus actuellement. Adrien Bèze, Romain Schneider n'a pas cité Alexander Zverev. Est-ce qu'il est en dessous des 2 joueurs que Romain Schneider vient de citer ? En tout cas, en termes de palmarès, il est en dessous, parce qu'il n'a jamais gagné de Grand Chelem. Certains disent que c'est le meilleur joueur de tennis à n'avoir jamais gagné de Grand Chelem. Maintenant, il sera sûrement revanchard, parce qu'il était finaliste l'an dernier. Il est toujours très fort sur terre battue. C'est un attaquant de fond de cours qui joue de manière agressive, donc il est capable de les bousculer. Voilà, ça se jouera probablement sur le mental. Après, il est pas dans la forme de sa vie. Il n'a pas eu des super résultats cette année sur terre battue. Je crois qu'il a gagné Munich, qui est un tournoi assez mineur. Pour le reste, voilà, il faudra qu'il élève son niveau de jeu s'il veut espérer aller loin dans ce Roland-Garros. Romain Schneider, Alcaraz, Sinner, ce sont les 2 noms qui ressortent effectivement quand on parle de favoris pour cette édition 2025. Quelles sont les qualités vraiment de ces 2 joueurs ? Pourquoi font-ils aujourd'hui figure de favoris ? Alcaraz, parce que c'est un joueur qui est flamboyant, qui a une palette de coups qui est extraordinaire. C'est le plus grand talent qu'on ait eu, on va dire, depuis peut-être Federer, en termes de toucher de balle, de variation. Il a des amortis incroyables, il est très créatif. Et la terre battue est une surface qui convient parfaitement à son jeu, à son style de jeu. Ensuite, Sinner, c'est une sorte de nouveau Djokovic, peut-être plus fort, je pense, car c'est vraiment une machine. Il a une couverture du terrain qui est incroyable, et il tape très fort. C'est un peu une machine. Et il est mentalement très costaud, parce qu'on ne le voit jamais se frustrer, jamais s'énerver. Il est vraiment impressionnant, et là il surfait sur une vague de confiance incroyable, parce qu'il a quand même remporté 26 matchs consécutifs, et il a fallu qu'Alcaraz le batte en finale à Rome, mais il faut se rendre compte quand même qu'il n'avait pas joué en compétition depuis 3 mois, et il a notamment battu, donc je parle de Sinner, il a notamment battu en demi-finale Casper Ruud, qui est quand même censé être un spécialiste de terre battue. Il lui a mis 6-0, 6-1. Donc ça prouve quand même qu'il est capable de gagner Roland-Garros cette année, et qu'en plus il va être frais parce qu'il s'est entraîné physique, il a eu le temps de s'entraîner là pendant les 3 mois. Donc oui, c'est très, très impressionnant. Et après, la question, c'est est-ce qu'ils vont durer, ces 2 champions, comme les 3 autres avant, Djokovic, Nadal et Federer? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ces 2 joueurs sont extrêmement impressionnants, et ils n'ont pas grand-chose à envier à leurs glorieux prédécesseurs. Et on va suivre effectivement leur parcours avec beaucoup d'attention. Est-ce que le destin de ces grands joueurs peut avoir une incidence sur le tourisme aussi en Île-de-France? Est-ce que si par exemple, je vous dis quelque chose qui est sans doute improbable, si Alcaraz et Sinner se font éliminer très vite, est-ce qu'il peut y avoir aussi une incidence sur la venue de certains touristes étrangers dans notre pays? Non, je crois pas, parce que il y a les visiteurs ont déjà acheté leur billet. C'est comme une Coupe du Monde de football, donc on sait qui va jouer la première partie du tableau, la première semaine globalement, mais après on sait pas. C'est des éliminations directes, donc savoir qui est en finale. Alors c'est sûr que s'il reste de la billetterie, comme on dit, de dernière minute, c'est sûr que si c'est alors encore plus si c'est un Français, du coup, un Corentin Moutet ou qui arrive en finale, là, ça il va y avoir. Mais je pense que ça va jouer plus sur les
téléspectateurs qui regarderont ça sur la chaîne de télé que dans le stade où globalement la billetterie, je crois que la Fédé a vendu quasiment toute sa billetterie, je crois. Romain Schneider le rappelait il y a un instant, il y a quelques mois, Sinner a battu Zverev lors de l'Open d'Australie à Melbourne, 6-3, 7-6, 6-3. L'Open d'Australie, on le rappelle, qui se joue sur un terrain synthétique en dur. Est-ce qu'un tennisman qui excelle sur cette surface est forcément bon en terre battue ou bien il y a vraiment une différence notable entre ces deux endroits ? Alors forcément non. Il y a des joueurs qui performent sur les deux. Les très grands, Djokovic, Nadal, Federer étaient capables de performer sur toutes les surfaces. Maintenant, il y a des vrais spécialistes de chaque surface. Typiquement, Sinner va être très très fort sur dur, Alexander Zverev aussi. Là où Alcaraz est très performant sur terre battue, en fait, c'est une question de rapidité. La terre battue est une surface lente, là où le dur est une surface rapide. Donc en fait, le dur va avantager des joueurs agressifs, des attaquants qui frappent fort. La terre battue, il y a un côté plus tactique. Le jeu est peut-être plus malin, plus lent à se mettre en place. Il va récompenser les joueurs endurants. Donc voilà, il y a des vraies différences et des vraies spécificités à chaque surface. Alors il y a un nom qu'on n'a pas cité jusque-là, c'est Novak Djokovic. Novak Djokovic qui va participer à cette nouvelle édition de Roland-Garros. C'est un champion qui appartient au passé ? Il ne faut jamais enterrer Novak Djokovic, jamais vendre la peau de Novak Djokovic avant l'aventure. 38 ans, hier ou aujourd'hui, en plus. Alors aujourd'hui, il participe seulement au grand tournoi, donc c'est pas parce qu'on le voit pas forcément dans l'année en fait participer au plus petit tournoi qu'il n'est pas là. C'est un immense champion. Qui s'entraîne très dur. C'est Novak Djokovic, c'est 24 tournois du Grand Chelem à son actif. Et quand bien même, il peut être dans un coup de loin dans ce Roland-Garros. Romain Schneider, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Il ne faut pas enterrer trop vite Novak Djokovic ? Non, bien sûr, il ne faut pas l'enterrer. Là, on voit déjà, cette semaine, il est à Genève. Là, il est engagé à Genève, il est en demi-finale. Il a gagné 2 matchs assez facilement. Donc là, dès qu'il y a les grands chelems, en fait, il retrouve la motivation. Je pense qu'il y avait un vrai problème de motivation. Il a tout gagné. Il a fait mieux que ses grands rivaux, Federer et Nadal. Il est donc le détenteur de grands chelems, de 24 grands chelems, ce qui est un record dans le tennis masculin. Il a gagné les Jeux Olympiques l'an dernier, c'était le dernier titre qui lui manquait à son incroyable palmarès. Donc il a tout gagné, il a tous les records quasiment. Donc je pense qu'il y a un réel problème de motivation, problème physique aussi parce qu'il a quand même 38 ans et qu'il est moins, même si c'est une machine, même si plus propice, il peut se blesser plus facilement. Et on a vu que ces derniers mois, il a quand même eu souvent des pépins physiques. À l'Open d'Australie, il abandonne en demi-finale, alors qu'en quart de finale, il arrive à battre Alcaraz encore. Mais en demi, il abandonne contre Zverev parce qu'il se fait mal, il s'est fait mal à la cheville. Il a eu des problèmes physiques l'an dernier, il a abandonné, il a déclaré forfait avant son quart de finale l'an dernier à Roland-Garros. Donc son corps est en train quand même de le lâcher un peu. Sa tête le lâchait aussi depuis le début de saison, mais je pense que mentalement il va être là. Après, il me semble quand même vraiment en dessous de Sinner et d'Alcaraz. Je pense que vraiment, ça serait une grosse surprise de le voir gagner à Roland-Garros. En revanche, je pense qu'on peut le voir gagner à Wimbledon, surface sur laquelle il est fort partout, mais à Wimbledon, il est particulièrement à l'aise. Et Alcaraz, même s'il a gagné 2 Wimbledon, il a peut-être pas toutes les garanties quand même. Et Sinner est pas très à l'aise pour l'instant sur gazon. Donc je pense que si Djokovic arrive à être physiquement en forme à Wimbledon, c'est plus là-bas que je le verrai gagner. Mais à Roland-Garros, je ne pense pas qu'il va faire de la figuration. Christophe Desclous, est-ce que c'est le charisme de ces champions qui attire aussi les touristes du monde entier ? Est-ce que finalement Roland-Garros, c'est pas avant tout une vitrine remplie de stars, à savoir Novak Djokovic, Rafael Nadal en son temps, et puis tous ceux qu'on a cités jusque-là ? Je pense que c'est un peu l'ADN du sport télévisé déjà. Enfin, vous parlez de foot. C'est sûr, s'il y a Kylian Mbappé, forcément il y aura plus de spectateurs. Enfin, on l'a vu quand il jouait encore au Paris Saint-Germain, quand il allait dans les stades de province, ça remplissait les stades de province pendant les matchs de Ligue 1. Donc évidemment qu'il y a ça vaut ce que les fans de tennis en donnent. Enfin, je pense que le commentaire sur Djokovic aujourd'hui, je pense que ça va pas être la star qui est attendue pour ce tournoi de Roland-Garros, mais c'est celui qu'on regardera en tout cas. Exactement. Si ça tombe sur un quart de finale où on a une billetterie de quart de finale et qu'on tombe sur un Djokovic, j'ai pas le tableau en tête, mais contre Sinner, les gens vont être ravis d'avoir une affiche comme celle-là. Mais il n'y a pas une star particulière qui est bonne pour le tourisme. Il n'y a pas, par exemple, quand on dit un
Rafael Nadal qui va jouer là et qui potentiellement va aller loin parce qu'il est au meilleur de sa forme. Dans ce cas-là, les hôteliers se frottent les mains en se disant super, là on a quand même un bel élément. Sur la partie sportive, c'est l'événement qui est la star. Ouais. On vient à Roland-Garros, on va venir pour une Coupe d'Europe ou pour une Coupe du Monde. Là où je vais plutôt dans votre sens, c'est sur la partie culturelle. C'est-à-dire qu'on va venir voir Taylor Swift, on va venir voir Beyoncé. Il y a 100 000 personnes qui vont venir voir, ou qui sont venues voir Taylor Swift, et on attend la même chose pour Beyoncé. Là, c'est vraiment incarné. C'est-à-dire que les touristes, les visiteurs viennent passer le week-end parce qu'ils viennent voir une personne en particulier. Je pense que dans les événements sportifs, on vient bien sûr pour les voir, mais c'est surtout l'écran qu'on vient voir. L'événement et le jeu, absolument. Alors c'est vrai qu'on va mettre un instant ces grandes stars de côté. Est-ce qu'Adrien Bèze, on peut aussi avoir parfois des surprises dans Roland-Garros? Est-ce qu'il y a un nom comme ça qui peut à un moment donné émerger et se dresser dans le dernier carré des internationaux de France? Disons que c'est un des tournois les plus exigeants. C'est vraiment des grands champions qui triomphent ici. Nadal 14 fois, et quand c'était pas Nadal, c'était Federer ou Djokovic ou Wawrinka, qui sont des très très grands champions. Donc qu'une surprise aille vraiment au bout, c'est déjà arrivé. On se souvient de Michael Chang au début des années 90. En tout cas, il y a des joueurs qu'on peut cocher et qui sont capables de créer la surprise. Il y a des jeunes assez talentueux qui ont gagné des tournois importants récemment. Je pense à Jakub Mensik, qui est un jeune Tchèque, ou Jack Draper, qui est un Britannique. J'ai dit Jack Draper, oui, lui, ça pourrait être potentiellement aussi une belle surprise lors de ce tournoi. Oui, tout à fait. C'est un joueur qu'on n'attendait pas peut-être aussi fort sur terre battue. Il est grand, il a un super coup droit, un super service gaucher, qui frappe très fort, donc a priori plutôt fort sur dur, mais il a eu des très bons résultats sur terre battue aussi, où il a été éliminé seulement sur des stades assez avancés par des joueurs très forts. Donc Jack Draper, pourquoi pas, il est rentré dans le top 10, et il est en pleine confiance, pourquoi pas. Oui, c'est un sacré gabarit d'1m93. Quand il parle, on l'écoute. Romain Schneider, est-ce que vous avez remarqué, vous, lors de ces qualifications notamment, et puis peut-être hors de ces qualifications, des joueurs dont on n'a pas parlé et qui peut-être méritent toute l'attention du public? Voilà, des joueurs des qualifications, généralement ils vont pas très très loin quand même. S'ils passent 3 tours déjà, c'est beau. Mais en revanche, oui, il y a une jeune génération avec plein de talents. Donc il y a Draper, mais il n'y a pas que Draper. Il y a aussi João Fonseca, le Brésilien, qui est pas encore connu par le grand public, mais qui émerveille la planète tennis. Il a à peine 18 ans et il est déjà très impressionnant. Il s'était révélé à l'Open d'Australie, où il avait passé 2 tours, et il fait penser un peu, on dit que c'est le nouveau Kurten, parce qu'on parlait des surprises tout à l'heure. Il y a eu Chang en 89 effectivement, mais il y a eu aussi Gustavo Kurten, qui à l'époque avait surpris tout le monde quand il avait gagné la première fois en 97. Donc oui, on peut avoir des surprises quand même. Je ne pense pas que Fonseca gagnera cette année, mais il peut marquer un peu la première semaine, et puis on espère qu'il y aura un Français qui déjouera aussi les pronostics. Alors on a parlé de joueurs italiens, allemands, espagnols. Est-ce qu'on constate un afflux de touristes issus de ces régions du monde, issus de ces pays-là, ou bien est-ce qu'ils viennent parfois d'autres lieux, peut-être qui ne sont pas forcément représentatifs du tennis, tels que l'Asie par exemple, ce genre d'endroits du monde? On a vu... alors oui, la réponse est oui. On a vu là le nom m'échappe, mais peut-être que vous l'avez, quand on a eu la joueuse chinoise qui a gagné Roland Garros il y a moins d'une décennie. Ça a eu, Nali, c'est ça? Ouais, c'est possible, ouais. Nali. Pardon, vous savez, je vais vous trahir un secret, on a ce qu'on appelle, nous ici, une oreillette. Et je n'avais absolument pas le nom, mais simplement, voilà. Donc ça avait une forte attractivité par rapport au marché chinois qui, du coup, était venu visiter Paris et puis venir à l'édition d'après de Roland-Garros. Les Jeux Olympiques qu'on a eu l'année dernière ont fait venir 300 000 Américains de plus. Les Jeux Olympiques attirent les Américains, ça c'est certain. Ouais. On fait à peu près 2,4 millions, 2,5 millions d'Américains par an dans la destination à l'année. L'année dernière, on a fait 2,7 millions. Et donc du coup, on sait que ça a été le sport qui a fait venir une certaine clientèle. Bon, ils sont où nos joueurs tricolores maintenant? C'est bien, on a parlé de tous les pays du monde, mais maintenant, il serait peut-être temps un peu de parler aussi de la France. Ils sont où les tennismen français? Ils sont toujours nombreux au départ, sur la ligne de départ. Après, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un en deuxième semaine. On parle toujours d'avoir un Français en deuxième semaine. Je crois que la dernière fois, ça devait être en 2020 peut-être. Donc il y a quand même 5 ans. On a une belle densité de joueurs dans le top 100.
de Français, ce qui est déjà bien, parce que le top 100, on parle de quand même l'élite mondiale du tennis. C'est vrai que dernièrement, on n'a pas le crack, le grand joueur ou la grande joueuse qui va se faire lever les foules ou aller loin en grand chelem. La dernière, c'était Caroline Garcia, qui a fait une super année 2022. Qui a annoncé sa retraite récemment, d'ailleurs. Qui a annoncé sa retraite aujourd'hui, ce matin, en disant qu'elle allait disputer donc, son dernier Roland-Garros, qu'elle allait espérer pouvoir disputer Wimbledon. Et après, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle arrêtera précisément. Mais c'est un des grands noms du tennis français de ces dernières années qui s'en va. Romain Schneider, tout le monde parle d'Arthur Fils. Alors Arthur Fils, il peut aller jusqu'où exactement? Est-ce qu'il peut espérer jouer une demi-finale? Une finale, soyons fous, rêvons? Déjà, bon, ça fait quelques années que je couvre Roland-Garros et ces dernières années, c'était quand même la sinistrose. C'est que on arrivait et on se disait bon bah si un Français qui passe la première semaine, ça sera un exploit. On a eu Moutet qui est allé en 8e l'an dernier. Bon, ce qui était déjà belle performance pour lui. Il y a eu quelques années, comme disait Adrien, il y a eu Hugo Gaston qui avait surpris aussi tout le monde et qui avait atteint les 8e. Mais on savait qu'on n'attendait pas vraiment un Français à aller loin. Là, on a un petit espoir avec Arthur Fils parce qu'il est déjà il se rapproche grandement du top 10 mondial, ce qui est quand même pas rien. Et il a été très régulier. Il est jeune, hein, il vient d'avoir 21 ans. Il a été très régulier cette saison puisqu'il a fait des quarts de finale dans des Masters 1000 qui sont les tournois juste en dessous des grands chelems. Il en a enchaîné 3 consécutifs, ce qui est quand même remarquable. Il a fait sur terre battue, il a montré qu'il savait très bien jouer. Il avait gagné un ATP 500, un tournoi un petit peu moins réputé, mais quand même en battant Zverev l'an dernier à Hambourg. Il progresse. Alors en Grand Chelem, pour l'instant, il a qu'un 8e de finale. C'était à Wimbledon l'année dernière. À Roland-Garros, pour l'instant, il a 2 défaites au premier tour, donc c'est pas extraordinaire. Mais il a beaucoup de qualités de frappe. Il est très puissant. Mentalement, il ne craint pas l'adversité. Et on a l'impression qu'il n'a pas le mental parfois du Français qui subit la pression. Mais bon, il va quand même. Ça va être compliqué pour lui parce que malheureusement pour lui, et comme il est tête de série numéro 14, il est tombé sur la partie de tableau de Sinner. Donc il risque de jouer, s'il va déjà en 8e de finale, ce qui serait déjà pas mal, mais s'il va en 8e de finale, il risque de jouer Sinner. Et là, je pense pas qu'il soit prêt encore pour le battre. En revanche, s'il continue à progresser comme il le fait depuis 2 ans, pourquoi pas voir en lui un futur vainqueur de Roland-Garros, mais pas cette année, mais peut-être dans 2-3 ans. Parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Il ne faut pas oublier qu'il était 600e mondial il y a 3 ans. Hein. Donc, non, pour le tennis français, c'est un petit peu moins déprimant qu'il y a quelques temps. Après, chez les filles, par contre, c'est catastrophique. Là, s'il y a une Française au 3e tour, ça sera déjà un exploit. Le problème dans cette histoire, si vous voulez, c'est que Yannick Noah est à Roland-Garros, ce que Marie-Myriam est à l'Eurovision. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ressasse chaque année le même souvenir glorieux pour souligner le fait que ça fait des années qu'on n'a pas gagné Roland-Garros depuis quand même 1983. Pourquoi les joueurs qui représentent notre pays ne sont pas en mesure de rivaliser avec les plus grands? Je pense que Romain Schneider a donné un élément de réponse, c'est-à-dire le mental. On a l'impression qu'on a de bons joueurs, mais qu'à un moment donné, lorsqu'il s'agit de battre quelqu'un de beaucoup plus capé, si j'ose dire, le mental s'effrite et il y a comme un complexe d'infériorité. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui et non. Oui, dans la mesure où c'est vrai qu'on a vu des joueurs français assez friables dans des grands rendez-vous. Non, dans le sens où j'ai écouté une interview de Gilles Simon récemment qui disait que les journalistes parlaient souvent du mental des joueurs français. Et lui, il disait des fois, on était juste simplement en dessous, techniquement. Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu des générations de joueurs qui étaient assez exceptionnels. La génération de Djokovic, Federer, Nadal, Murray a tout aspiré. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que les top joueurs, donc vraiment le top 10, on sort de considérations nationales. Si vous voulez, il va y avoir un Espagnol, il va y avoir un Italien, un Serbe, un Suisse. Et en fait, on est dans l'exceptionnel. C'est des joueurs qui, à leur échelle individuelle, vont avoir cette chose en plus. Donc je ne sais pas s'il y a un problème français de mental. Je pense que ça se joue dans la rage de vaincre qu'ont ces joueurs-là, ces top joueurs-là. Christophe Desclous, je sais que vous suivez la planète tennis depuis bien des années. Quelle est votre analyse à ce sujet? Est-ce que la France manque de culture de la gagne ou bien est-ce que le problème se trouve ailleurs? C'est pas mon domaine de compétence pour le coup. Mais là, c'est en tant que supporter que je demande, en tant qu'observateur et de joueur aussi, bien sûr. Non, mais je pense que vous avez raison, c'est qu'ils sont tombés sur 2 décennies
où il y a eu 4, 5, 6 joueurs qui venaient d'une autre planète. Ah oui. Parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, quand on voit Gaël Monfils, ce qu'il fait là depuis 1 an, alors qu'il a 40 ans, et voilà, il n'a pas appris à jouer au tennis avant-hier. Donc ils sont tombés sur une période où il n'y avait pas un super champion, il y en avait 4, et que donc du coup ils arrivaient au moment de les affronter, et donc ça plafonnait. Et puis, peut-être que techniquement, il y a eu des joueurs qui sont un petit peu en dessous. Moi, sur cette génération-là que je vois en tant que spectateur, il y a des joueurs, on parlait de Corentin Moutet, c'est des joueurs qui sont un peu fous en plus. Donc, ils arrivent à déstabiliser. Alors, est-ce que sur la durée, ça gagne des matchs ou des tournois, je ne sais pas. Mais sur des matchs, ça déstabilise des gens. Ça me fait un peu penser à Henri Lecomte. À un moment donné, il pouvait gagner contre n'importe qui parce on a ce coup de folie qu'on a globalement souvent en France où on peut faire basculer un match, mais peut-être d'arriver à être fou sur la longueur d'un tournoi, c'est un autre sujet peut-être. Alors pour aborder la compétition dans les meilleures conditions, les plus grands joueurs sont hébergés dans des établissements très prestigieux. Notre reporter Thomas Hennequin du Figaro TV s'est rendu dans le très luxueux hôtel Pullman Paris Tour Eiffel où de nombreux virtuoses de la raquette ont passé la nuit. Regardez. 5 ans que l'hôtel Pullman Paris Tour Eiffel accueille pendant Roland-Garros les stars internationales du tennis. Un partenariat avec la Fédération française de tennis et le tournoi francilien. Dans cet hôtel 4 étoiles, les sportifs ont accès à tout ce dont ils ont besoin, comme l'indique Endai Fall, Guest Relation Manager du Pullman Paris Tour Eiffel. On a un hôtel de 430 chambres, donc facilement on a pu accueillir les joueurs, réadapter nos espaces. Donc ils avaient vraiment leur salle de massage, de cryothérapie, ils avaient la salle de sport. Au niveau de la restauration également, on a pu adapter les menus et vraiment leur créer des espaces dédiés. Car oui, l'objectif est là, faciliter le confort de vie des athlètes pour qu'ils soient les plus performants possibles sur les courts. Pour cela, la restauration propose un service varié et adapté aux athlètes. Produits végétaux, protéines, services continus. Les joueurs ont le choix et peuvent profiter d'un espace agréable et spacieux avec vue sur la Tour Eiffel. Durant toute la période de compétition, les équipes de l'hôtel se mettent à disposition des joueurs pour répondre au mieux à leurs attentes. Leur confort est hyper important parce qu'ils sont dans des périodes de forte pression, ils travaillent dur. La décoration est pensée autour de Roland-Garros. On est vraiment au cœur de la compétition. Pendant la quinzaine du tournoi, le Pullman Paris Tour Eiffel vibre au rythme de la petite balle jaune. Petite nouveauté cette année, l'installation d'un corner Roland-Garros. Il est destiné exclusivement aux tennisman et tenniswomen pour faciliter l'organisation de leur journée. Une centaine de chambres sont privatisées pour les sportifs et leurs proches, et certains ou certaines ont même leurs préférences. Ils ont leurs chiffres préférés, on va dire. Donc on essaie quand même de s'adapter et quand même qu'ils se retrouvent dans un espace familier. On a une joueuse cette année qui nous disait « Je suis contente d'avoir retrouvé la même suite que l'année dernière » et son animal de compagnie est allé directement vers le panier qu'on lui avait préparé parce qu'il connaissait déjà les lieux. On comprend donc bien pourquoi les meilleurs mondiaux choisissent cet hôtel pour séjourner. Mais ce bâtiment luxueux est aussi un endroit de fête où les supporters se retrouvent aux abords de l'hôtel pour fêter le sacre de leurs joueurs. Endai Fall a vécu plusieurs moments de célébration, dont un qui l'a beaucoup marqué. On a également eu les supporters serbes qui sont venus devant l'hôtel célébrer avec Djokovic après sa dernière victoire. Et c'était vraiment un moment magique parce que nous aussi on l'attendait dans le lobby avec une image et tout le staff qui était là pour l'accueillir après la victoire. Espérons que cette année, les fans français puissent célébrer la victoire d'un de leurs prodiges. Voilà pour ce reportage signé Thomas Hennequin du Figaro TV. Quand on voit ces images, on se dit que c'est important de réserver le meilleur accueil aux délégations étrangères. Il en va de la réputation de la France aussi, de notre pays. C'est évident, mais c'est surtout de le faire pour tous les visiteurs qui viennent. Enfin, depuis plus de 10 ans maintenant, tous les professionnels du tourisme de la destination ont mis, on va dire, c'est le mauvais mot, mais le paquet pour améliorer cette expérience. Et donc aujourd'hui, on mesure le taux de satisfaction des clients à la sortie de la destination, quand ils reprennent l'avion, quand ils reprennent leur voiture ou le train, et on est à 92% de taux de satisfaction de la destination, quand il y a encore, en 2015 ou 2016, on était en dessous de 88, 87. Donc oui, c'est très très important pour eux, mais surtout pour
pour ceux qui viennent visiter la destination. Est-ce que la région Île-de-France et la ville de Paris organisent un accueil particulier à l'occasion de ces internationaux de France? Est-ce qu'il y a des choses d'organisées très particulières qui n'existent pas forcément le reste de l'année? Alors nous, on ne le fait pas pour Roland-Garros parce que la Fédération française de tennis ils ont leur propre modèle et organisation, mais nous, on le fait pour 42 congrès qui ont lieu ici à Paris ou en Île-de-France, où on a un accueil particulier dès l'arrivée à l'aéroport ou à la gare, où c'est fléchi, il y a des navettes, et on les amène soit à Villepin, soit à la porte de Versailles. Donc oui, on le fait pour des congrès et des événements particuliers. Là, dans le cas de Roland-Garros, ils n'ont pas besoin de nous, mais évidemment, ça fait partie des services qu'on propose. Un joueur qui a marqué l'histoire de ce rendez-vous, on en a brièvement parlé tout à l'heure, c'est bien évidemment Rafael Nadal, qui a quand même remporté 14 Roland-Garros. L'année dernière, il a quitté précipitamment la compétition au premier tour et n'a pas reçu l'hommage qu'il méritait. La directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, s'est exprimée à ce sujet, tout comme le président de la Fédération française de tennis. Regardez. Rafael Nadal, Roland-Garros, il y a une histoire forte qui nous lie. On est allé avec Amélie voir Rafael il n'y a pas très longtemps. On souhaitait faire quelque chose d'important pour lui, et c'est normal. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On estime que à Madrid ou avant ici l'année dernière, il y a une frustration. En tout cas, nous, on avait ce sentiment-là qu'on a partagé avec Rafael Nadal. Rafa qui a marqué, bien entendu, l'histoire de Roland-Garros de plein de manières différentes, mais évidemment, ces 14 titres resteront peut-être inégalés dans un tournoi du Grand Chelem, et en tout cas ici à Roland-Garros. Donc, vous le voyez, c'est le 25 mai, à l'issue de la session de journée, que se déroulera l'hommage à Rafa, la cérémonie en l'honneur de Rafael Nadal sur ce court Philippe Chatrier. Alors Rafa, il ne sera pas joueur cette année à Roland-Garros, mais il sera beaucoup présent quand même à nos côtés. Voilà pour les quelques précisions qu'on a qui sont quand même assez obscures. Romain Schneider, est-ce que vous avez des indiscrétions à nous donner sur cet hommage qui sera rendu à Rafael Nadal? Est-ce que vous savez à peu près comment tout cela va se dessiner? Alors, ils ont très très bien joué le coup parce que tout ça est très très secret encore. Alors hier, à l'issue du tirage au sort, Amélie Mauresmo a donné quelques pistes en disant que ça serait une cérémonie humble, une cérémonie à l'image de Nadal, c'est-à-dire pas bling bling, donc assez simple. Alors il y a quelques bruits de couloir, mais qui sont pour l'instant que des bruits de couloir, que Federer devrait peut-être être là, ce qui serait forcément un symbole fort puisque c'était son grand rival et ami également. On s'attend aussi à avoir des anciens vainqueurs qui seront présents, mais très honnêtement, on ne connaît pas le contenu du déroulé de la cérémonie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'hier, j'ai échangé par ailleurs avec Eric Babola, qui a été l'équipementier, Babola a été l'équipementier de Nadal pendant toute sa carrière, et lui-même connaît très bien le clan Nadal, et le clan Nadal ne sait pas ce qui va se passer, et en même temps ce qui est assez logique puisque l'idée c'est quand même de surprendre Nadal, donc l'organisation a très très bien joué le jeu et pour l'instant rien n'a été dévoilé, et donc en tout cas ça devrait être une belle cérémonie, en espérant que ça soit pas trop tard parce qu'en fait elle est prévue avant la session nocturne, donc avant 20h30, mais il y a l'incertitude du tennis fait qu'on ne sait pas exactement à quelle heure elle commencera parce qu'il faudra que les matchs précédents de la journée soient terminés. Mais en tout cas, ça devrait être un grand moment d'émotion. Et je peux vous dire que c'est très compliqué pour accéder, quand on est journaliste, pour avoir sa place, pour accéder à la tribune de presse, puisqu'il y a une demande très importante. Donc l'organisation a décidé d'attribuer des places à certains médias. Et tout le monde ne pourra pas assister à cet événement. Merci beaucoup Romain Schneider en direct de la Porte d'Auteuil. Vous allez suivre ces internationaux de France pour le Figaro. Merci beaucoup Adrien Bèze, merci Christophe Desclous d'avoir été autour de cette table. On poursuit cet entretien avec ce seul en scène décapant. Ça gesticule, ça grimace, ça imite et surtout ça rigole très fort au Théâtre Essaillon à Paris où se joue actuellement un one-woman show intitulé La Valise. Et vous allez voir qu'entre l'un qui aime la bouteille et l'autre qui est totalement grognon, la famille qui est dépeinte sur scène n'a rien de très commun pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui s'installent à proximité de la scène. Bonjour Sophie Forte, bonjour Virginie Lemoine, soyez toutes les deux les bienvenues autour de cette table. Alors Sophie, vous êtes celle qui porte ce one-woman show intitulé La Valise. Virginie, vous êtes avec Frédéric Pateau, la metteuse en scène de
de ce spectacle. Déjà, pour quelles raisons avez-vous décidé d'intituler ce spectacle La Valise, sachant qu'à aucun moment vous ne sortez ce bagage sur scène? Non, il ne s'agit jamais de valise, effectivement, c'est parce que ce spectacle est tiré d'un livre qui, lui, s'appelle La Valise, où il est assez peu question de valise non plus d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'en fait, au départ, on m'a donné une valise à la mort d'un oncle, et dans cette valise, il y avait plein de photos de toute la famille, et avec ces photos, j'ai composé des textes qui sont devenus finalement La Valise, et qui aujourd'hui est un spectacle. Voilà. L'origine de ce spectacle, on l'a bien compris, c'est un livre que vous avez écrit il y a 4 ans, qui porte le même nom. Pour quelle raison avez-vous décidé de prendre la plume pour raconter l'histoire de votre famille? Au départ, c'était pour mes enfants, parce qu'elles me posaient des questions sur les photos. Elles me disaient, mais qui est celui-ci? Je dis, celui-là, c'est l'oncle machin. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire des histoires que j'avais vécues avec eux, des histoires qu'on m'avait racontées sur eux. Tout est vrai, en fait. Tout est vrai, vous ne grossissez pas le trait. Tout est vrai. Non, mais tout est vrai. C'est même pire. Bon, écoutez, je vous propose que l'on fasse désormais la connaissance de la fameuse Tante Z. Vous allez voir, c'est l'un des grands moments de ce spectacle. Regardez. Zette était une magnifique femme très glamour, un genre de Marilyn aux courbes généreuses. Elle était aussi blonde que papa était brun, son ravissant visage poupée était illuminé par des yeux bleus, mer Méditerranée par beau temps, qui vous regardait toujours avec une naïveté désarmante. Et sa délicieuse bouche rose avait inventé le sourire. Tante Zette qui semblait toujours gaie et émerveillée, et son rire innocent tintinabulait dans les airs, telles des clochettes de fées. Donc là, Sophie Forge, je reprends vos propos, vous n'exagérez pas. C'est très effrayant, cette histoire. Oui, c'est effrayant. Cette pauvre Tante Zette avait eu des déboires amoureux, elle en avait perdu la voix. Et donc, quand elle parlait, ça faisait... C'était effrayant. Enfin, moi, j'étais habituée, puisque je ne l'ai jamais connue avec sa voix normale. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Ça vous fait peur, vous, Virginie Lemoine, quand vous assistez justement à ces imitations de cette famille si singulière? Je vois tous les personnages, c'est extraordinaire. Elle n'a besoin de rien, Sophie. Parce que l'histoire est folle, hein. C'est l'histoire de son père, au départ, qui était chauffeur de taxi, assez colérique. Et un jour, il a eu maille à partir avec un client qui a porté plainte. Il a perdu son boulot, il s'est retrouvé sur son canapé à dépérir. La maman de Sophie, un jour, n'en pouvait plus, lui a dit « peins ». Et c'est devenu un des plus grands peintres internationaux. L'histoire est folle. L'histoire de toute façon, est incroyable. tout ce qui... Ah oui. Et tout ce qui arrive, tout ce qui touche Sophie, tout ce qui arrive à Sophie, moi qui la connais depuis 35 ans. Depuis 35 ans, vous vous connaissez? Oui. Et à quelle occasion vous vous êtes rencontrés, si c'est pas indiscret? Alors, est-ce que c'était à Paris ou est-ce que c'était au Québec? Ah, peut-être que c'était au Festival Juste pour Rire de Montréal, la première fois qu'on s'est vus. On faisait toutes les deux du seul en scène, et puis ensuite on s'est retrouvés à Paris au Blanc Manteau, Point Virgule, La Classe, Rien à cirer. Enfin, nous avons partagé moult aventures. Oui, c'est ça, c'est pas votre première collaboration, vous avez collaboré à de nombreuses reprises. Et monté ensemble. On a écrit un spectacle ensemble, Chagrin pour soi, que Virginie a mis en scène, qui était super. J'imagine pour vous, Virginie, que c'est un véritable défi aussi de décliner un livre en spectacle. On ne peut pas forcément... C'était le travail de Sophie, c'est elle qui a adapté, c'est elle qui a passé ce livre dans un sablier et qui s'est transformé en monologue. Vous avez pu tout raconter finalement de ce livre sur scène? Non, pas tout. C'est-à-dire que j'ai choisi un angle. J'ai décidé de parler surtout de mon papa et aussi de montrer son travail à la fin du spectacle, ces tableaux qui sont projetés. Parce qu'il fallait trouver un angle et puis parce que le bouquin fait 400 pages et que j'allais pas raconter toutes les histoires dingues qui sont dedans. Mais ça fera peut-être l'objet d'un deuxième spectacle. Mais c'est fort probable. Je vous donne une idée, donc si vous me donnez 10% des recettes, je les prends également avec plaisir. Attention. Tout est intéressé. Alors vous l'avez rappelé, c'est vrai que La Valise, c'est l'histoire de ce papa hors du commun qui s'est fait virer de sa compagnie de taxi parce qu'il s'était, qu'il y a eu une altercation avec un client qui fumait dans sa voiture. À partir de ce moment-là, il s'est découvert malgré lui un artiste peintre hors du commun, mais comment ça s'est fait finalement? Alors, en fait, mon papa peignait un peu quand il était jeune. Il a connu maman très tôt, ils avaient une vingtaine d'années. Alors, il gribouillait des petites choses. Et puis, quand il s'est retrouvé en dépression dans le canapé, maman lui a dit, écoute, occupe-toi, fais quelque chose. Même si tu travailles pas, c'est pas grave, mais peins comme tu aimais faire quand tu étais jeune. Il avait déjà 45 ans quand c'est arrivé. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je peigne? Je sais pas quoi peindre. Elle dit, mais peins ce que tu vois par la fenêtre. Il a fait un tableau qui était magnifique et qu'elle a porté encadré à un monsieur qui était aussi agent d'artiste, qui avait une galerie d'encadrement et de peinture.
Et c'est lui qui a propulsé mon papa. Il l'a fait exposer dans le monde entier. Il a eu de très nombreux prix, dont le diplôme d'honneur du Grand Prix de Rome, quand même. Enfin, des choses complètement invraisemblables. Sans jamais quitter son canapé, dans son vieux pyjama. Et c'est vrai que le truc qu'il faut absolument noter, c'est que la célébrité, c'était pas forcément son truc. Et je vous propose qu'on regarde un extrait justement de ce spectacle où l'on voit votre papa, disons, un petit peu bougon. Regardez. Écoute Max, arrête de pas avoir confiance en toi, tu dois y aller, tu dois exposer là-bas, et puis tu dois y aller toi-même, les gens vont vouloir te voir. Les gens ils viennent voir des tableaux dans ma tronche, c'est pas moi qui vont acheter pour m'accrocher dans leur salon. Arrête de dire n'importe quoi, ils vont vouloir te parler. Oh, parce qu'il faudra parler en plus. Oh, voilà, et de quoi? Mais de ton travail. Mais putain de bordel de merde, c'est pas un travail. Moi je vais rien demander, moi j'étais là, peinard dans mon canapé. Voilà, et alors voilà qu'on m'oblige à fournir des tableaux, pire qu'à l'usine. Hein. Max, c'est parce que tu es doué. Ah, doué. Voilà, c'est pas parce qu'on est doué pour quelque chose qu'on est obligé d'exploiter ce don. Il me fatigue, moi, ce don. Il m'encombre. Qu'on le donne à tous les peines cubidons qui prétendent en avoir un, mais pas à moi. Dieu a encore laissé tomber n'importe quoi sur n'importe qui, on dirait, hein. Tiens, toi, pauvre taxi déchu, je vais te refiler un don, histoire de te faire bien culpabiliser de ne pas l'exploiter. Ce sera ta punition pour avoir frappé un pauvre innocent asthmatique. Mais Max, ce n'est pas une punition, ce don, enfin. Mais tu ne seras donc jamais heureux. Oh, parce qu'il faut être heureux, en plus. Alors, c'est nouveau, ça, c'est à la mode ou quoi? Avant, les gens, ils étaient malheureux sans le savoir. Bon, bah du coup, ils étaient pas si malheureux. Alors que maintenant qu'on leur agite toute la journée des idées de bonheur sous le nez, ils pensent qu'ils ont une vie de merde, ils sont encore plus malheureux. Ah, bravo, bravo. Belle philosophie de vie, hein, c'est bien. On peut pas être doué pour tout. Bon, c'est la peinture, pas le bonheur. Eh bien, moi, c'était le bonheur, mais je t'ai épousé. Alors ouais, c'est une performance assez sportive, hein, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Franchement, c'est vrai que vous bougez beaucoup, vous mimez aussi. Comment avez-vous aussi, parce qu'on le voit, la mise en scène est très épurée, d'ailleurs c'est très assumé aussi, hein, cette chaise simplement qui se trouve sur scène. Comment vous l'avez appréhendée, cette mise en scène? Très simplement, au départ, c'est Frédéric Pateau qui a beaucoup conçu la mise en scène. Je suis arrivée après. Je trouvais qu'il avait fait un parcours tout à fait cohérent. Il avait beaucoup entouré Sophie. On a pris le parti justement après d'épurer les choses. Oui. Mais comme disait voilà, Raphaël, la forme est dans la matière. Donc, en fait, je trouve que dans le texte de Sophie, la matière était contenue. C'est tellement simple. Il y a juste à prendre Sophie, à la mettre sur scène. Absolument. De toute façon... Et elle prend l'espace, en fait, Sophie. Franchement... Elle embarque les gens. Oui, complètement. Et puis vous bougez beaucoup, quoi. C'est-à-dire que la mise en scène, c'est vous, finalement. C'est-à-dire que vous bougez. Vous n'avez pas besoin de décor, vous vous autosuffisez. Non, Virginie a eu des idées très drôles. Elle me fait raconter le décor. Oui. Alors, à chaque fois qu'on change de décor, au lieu de la voir, je le raconte. Alors, les gens l'imaginent. C'est un truc merveilleux, le décor qu'on imagine. Des tapis, il y a des lustres en cristal. Le tapis, les lustres, le canapé, les gens le voient. Il y a des voitures. Ça nous fait faire des économies. Absolument, ce que j'allais vous dire. Vous n'avez juste pas eu les bonnes réductions, c'est ça, en fait, le problème. Une question peut-être plus personnelle pour vous, Virginie, parce que c'est vrai que vous êtes également comédienne, vous êtes metteuse en scène. Dans quel exercice vous épanouissez-vous le plus? Est-ce que c'est la mise en scène ou bien le jeu d'actrice? La mise en scène. Vraiment? Aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ça a toujours été le cas? Alors, je me suis essayée assez tardivement à la mise en scène. Ça a commencé en 2008. Enfin, bon. Mais oui, je pense que là, je suis tout à fait à mon carrefour. J'adore les comédiens. Ouais. Et j'ai jamais eu d'émoi tel que de me mettre au fond de la salle et de voir le public recevoir l'histoire. Ouais. J'adore accompagner une histoire. J'adore l'imaginer. Et quand les choses sont possibles et que les gens... C'est magique de voir des gens recevoir une histoire, de voir Sophie rendre heureux les spectateurs, d'entendre les gens rire. C'est extraordinaire. C'est une émotion qu'on a tous, une émotion fondamentale. Quand on lit un livre à un enfant et que l'enfant est captivé, mais c'est jubilatoire. Absolument. Il n'y a pas de plus grand bonheur. C'est ça. Avec nous.
C'est aussi votre exercice préféré, vous, le théâtre, parce qu'on ne va pas rappeler toute votre carrière, mais c'est vrai que vous avez une carrière protéiforme. Vous avez travaillé aussi avec Michel Drucker, Laurent Ruquier, vous avez travaillé avec les plus grands. Est-ce que c'est sur scène aujourd'hui que vous êtes la plus heureuse? Ça a toujours été sur scène, hein. Il y a eu des bifurcations. Moi, à la base, c'est l'écriture qui est vraiment mon truc, mais j'adore jouer, bien sûr. Juste pour rajouter quelque chose à propos de Virginie, je voudrais dire que, bon, déjà, moi, j'adore travailler avec elle. Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes dans son travail. C'est qu'elle a un imaginaire extraordinaire. Alors c'est vrai qu'avec 3 fois rien, bon là je parle pas de moi parce que moi il y a rien, mais j'ai vu des spectacles où c'était très ingénieux, les choses surgissaient de ci, de là, il y avait des idées extraordinaires avec des décors qui sont pas énormes, mais tout d'un coup il y a une bonne idée qui fait qu'on voit tout, et puis il y a beaucoup de bienveillance, il y a un vrai amour des comédiens. Et ça, c'est très important quand on travaille avec un metteur en scène, parce qu'il n'y a jamais de jugement, et il y a toujours l'acceptation de ce que l'autre vous dit. Et Virginie, c'est ça, on peut lui suggérer des trucs, et si ça lui plaît, elle est toujours partante. C'est pas quelqu'un qui impose et qui se vexe si on lui dit quoi que ce soit. Elle accompagne vraiment le travail. Et ça, c'est merveilleux, vraiment. C'est une grande qualité de metteur en scène. En tout cas, voilà, cette œuvre que vous nous proposez, ça se passe au Théâtre Isaillon, à Paris, ça s'appelle La Valise, et on peut venir vous voir absolument. Merci beaucoup, Sophie Forte. Tout public, exactement. Vendredi et samedi à 19h. Exactement. Les enfants, ils rigolent. Ils rigolent. On a entendu des tirs aigus aussi dans la salle. On l'a entendu. Les enfants, ils s'éclatent. Oui, c'est clownesque. C'est burlesque, en fait. Absolument. Merci beaucoup, Sophie Forte. Vous êtes celle qui porte ce seul en scène intitulé La Valise, et vous, Virginie Lemoine, vous êtes la metteuse en scène de ce spectacle. Merci d'avoir été notre invitée. Et on termine cette émission avec votre chronique. Par ici, les sorties. Allez, si vous n'avez absolument aucune idée des activités que vous pourriez peut-être faire ce week-end, si le tennis est loin de vos préoccupations et si voilà, vous n'avez pas forcément envie d'aller voir une pièce de théâtre, eh bien Bernard Babkin est là pour élargir le champ des possibles. Bernard Babkin, journaliste à Madame Figaro, que nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Alors, vous vouliez tout d'abord nous parler d'un classique de la littérature française signé Guy de Maupassant qui vous a beaucoup marqué. Ça s'intitule Bel Ami, que tout le monde connaît. Ça se joue actuellement au Lucernaire à Paris. C'est vrai que cette œuvre, elle a été déclinée déjà à de nombreuses reprises sur les planches. Des téléfilms, des films, sur les planches, voilà. Il y en a eu partout, absolument. Il y en a eu partout. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette version qui a été mise en scène par Claudie Russo-Pellosi ? D'abord, c'est une toute petite scène, c'est des jeunes comédiens, ils font plusieurs rôles, certains font plusieurs rôles, et c'est très dynamique, c'est très vif, l'adaptation est réussie, parce que tout le monde n'a pas lu le livre, hein, même si c'est très connu, on n'a pas forcément lu le livre. C'est au programme scolaire, normalement. Oui, mais moi, il y a longtemps que je suis plus au lycée, donc... Vous exagérez, c'était il y a une petite dizaine d'années. Absolument. Donc, Paris, 19e siècle, un jeune provincial qui arrive à Paris, voilà, et qui veut devenir un petit peu célèbre, qui a des dents qui rayent le parquet, et il choisit la carrière de journaliste. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour devenir célèbre, et riche, surtout. Surtout riche. Célèbre, ça peut arriver sur un malentendu. Surtout qu'il ne sait pas écrire. Il ne sait pas du tout ce que c'est qu'un article, rien du tout. Mais il rencontre des femmes qui font tout à sa place. Et voilà, il grimpe l'échelle sociale comme ça. Donc déjà, la pièce, c'est un sujet fou, un sujet intéressant. Et là, c'est joué avec une dextérité, avec pas grand-chose. On parlait tout à l'heure de Sophie Forte, qui a eu avec une chaise, elle fait 42 personnages. Là, ils ont 3 tables, 2 chaises roulantes, enfin 2 chaises qui roulent, et ils font tout ensemble. Et ça, c'est très plaisant. C'est très plaisant parce qu'on entend bien le texte aussi, et puis c'est un personnage quand même fascinant. Et puis les personnages qui gravitent autour, les femmes, le patron du journal, enfin tous ceux qui gravitent autour sont fascinants parce qu'ils savent camper des personnages. Ils en font plusieurs, ils le font très bien. Et ce fameux Georges, c'est vrai, on le voit, il a la tête du gendre idéal, il a vraiment le sourire ravageur de vendeur de voitures, et pourtant c'est un prédateur, hein, c'est ça, si on s'attarde un petit peu sur la psychologie de cet homme. Ah bah absolument, oui, c'est un aigle, hein, c'est vraiment... D'ailleurs, ils le disent, hein, c'est bel amant, bel amour, bel ami. Oui, c'est ça. Donc voilà, il est cruel, hein, il peut être cruel, il s'en fiche, hein, il utilise les femmes, hein, quand même, c'est ça le personnage, quand même, hein, mais il arrive à ses fins, hein, il grimpe l'échelle sociale. Et il atteint ses objectifs comme ça. Et c'est Aurélien Raynal, hein, c'est ça, qui interprète et qui se glisse dans la peau de cet anti-héros. Comment vous le trouvez dans ce rôle ? Alors, c'est toujours très difficile de sortir qu'un seul comédien dans une pièce de troupe. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi lui ? Parce qu'il a le rôle titre. Parce qu'il a le rôle titre, voilà, absolument. Il est bien, il est charmant, il est tout ce qu'il faut pour le rôle. Mais franchement, alors c'est vraiment un esprit d'équipe, c'est ça que vous retenez aussi. Vraiment un esprit d'équipe. Vraiment, c'est vraiment une troupe. Le succès ne tient pas qu'à lui, quoi. Non, et puis en plus, il n'est pas connu à ce point-là où on se dit tiens, on va voir tel acteur connu. Je ne veux pas en citer.
Il avait joué Boris Vian auparavant dans une pièce qui a été mise en scène d'ailleurs par également. Moi j'avais vu au même endroit, qui était très bien aussi. Ouais. Non, il le fait très bien. Non, mais il faut penser à tous les comédiens. Ouais. Vraiment, les filles sont formidables. La mise en scène est très subtile. Très légère à la fois, vraiment. Donc, c'est et puis alors, il faut se dire que c'est au Lucernaire. Oui. Le Lucernaire, c'est un petit théâtre quand même, avec trois salles, avec un cinéma, un resto qui est sympa, et puis une petite librairie. Donc vraiment, là, on peut s'occuper toute la journée. Autre recommandation que vous vouliez nous faire aussi, Bernard, c'est Jules Verne, Le Voyage extraordinaire. Alors là, c'est une exposition dont vous vouliez nous parler, qui vient de s'ouvrir au Grand Hôtel des Rêves. Ça se passe dans le 5e arrondissement de Paris, et c'est un spectacle immersif. Et quand on entend spectacle immersif, ça peut... Oui, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que parfois, on nous dit spectacle immersif, oui, c'est parce que vous êtes à 20 cm des comédiens, mais à aucun moment, vous êtes plongé dans l'histoire. Là, vous êtes véritablement à l'intérieur de l'intrigue. Oui. Alors l'intrigue, là, ça raconte la vie de Jules Verne, et puis les livres, on le voit dans son bureau. Et c'est vrai qu'immersif, il y a tout et rien dans immersif. Immersif, ça veut dire qu'on est plongé, on est englouti dans un monde, dans un univers, mais ça peut être de différentes manières. Ça peut être soit par des projections, soit par un casque virtuel. Donc là aussi, on est en pleine immersion. Mais là, pas du tout. Alors là, ce qui est formidable, c'est dans un hôtel particulier de la rue du Cardinal Lemoine, qui a été transformé en lieu de spectacle, en théâtre. Donc ils utilisent tous les lieux, les salons, les petits salons, les grands salons, pour se plonger dans l'univers de Jules Verne. Donc on voit son bureau, et alors il y a des acteurs, des vrais acteurs, les costumes, c'est des costumes, enfin rien n'est virtuel. Les accessoires sont là, enfin on a l'impression qu'on tourne un film, on a l'impression que d'un seul coup on devient un acteur. En fait, vous avez l'impression de remonter le temps finalement, non? Ah bah oui, on a l'impression de rajeunir, oui, terriblement. Alors là, on rajeunit beaucoup. Mais non, mais vous avez perdu 10 ans depuis la semaine dernière. Absolument, c'est vrai. Non, mais ce qui est formidable, c'est que c'est vrai, parce que on est dans un monde un peu quand même le virtuel, l'image prend beaucoup le dessus. Et là, avec des vrais acteurs, avec des vrais décors, puis on voit un peu le dessous des cartes, et ça c'est fascinant. Je vous propose de regarder quelques images pour qu'on se rende compte vraiment à quel point le spectacle est immersif, à quel point on est plongé dans l'intrigue. Regardez. Vous avez même des images. On a tout. Quatre, 2, 6, 0. C'est avant tout. Parlez, capitaine. Ce qui est incroyable aussi, on l'a vu, il y a Jules Verne qui ressemble à Jules Verne. Enfin, mais c'est lui, c'est lui. Ah oui, d'accord. Oula. Il faut le dire. Vous avez fait un test ADN? Oui, je sais que c'est lui. Non, mais c'est vrai que là, on retrouve les classiques de Jules Verne. On retrouve tous les classiques. On part dans les airs, on part sous les eaux. Enfin, c'est tout Jules Verne. Et du coup, ça donnera peut-être envie de le lire aussi, de le lire ou de relire. Allez, dernière recommandation que dont vous vouliez nous parler, c'est Journée de noces chez les Cro-Magnons. Ça se passe au théâtre de la Colline à Paris. Est-ce que l'intrigue prend racine dans la période préhistorique comme suggère le titre? Pas du tout, ça n'a rien à voir? Pas du tout, rien. Au-delà de tout ça. Ah oui, d'accord, donc il n'y a pas l'âge de pierre, on ne voit pas deux personnes frapper des silex, non? Il n'y a pas tout ça. Non, il ne faut pas ça. Il tue un animal aussi, parce que c'est l'histoire d'une famille, ça se passe au Liban pendant la guerre. Donc c'est l'histoire d'une famille qui attend, ils veulent marier la fille, qui est un peu étrange, le fils est étrange aussi. Il faut dire que c'est entre les orages et les bombes. C'est une période très très cruelle pour le Liban. Et il y a la voisine qui est très marrante, la voilà, qui est très marrante, qui veut faire des plats pour le mariage. Donc, et ils attendent le fiancé, parce que pour un mariage, il faut un fiancé. C'est mieux. Bon, voilà, c'est mieux. Et donc, ils attendent ce fiancé qui n'a pas l'air d'arriver, C'est la première pièce de Wajdi Mouawad. Il en a joué beaucoup depuis. Et là, c'est un peu l'histoire, la propre histoire, l'histoire de son pays aussi. Du Liban, Et sa première pièce qu'il a écrite, comme ça, lui, il était au Canada, il écrit cette pièce, et c'est une famille libanaise qui rêve de se fiancer, et il y a une espèce de métaphore, enfin moi j'ai pensé à ça, c'est que en fait ce fiancé qui a du mal à arriver, c'est que eux ils espèrent qu'il y ait la paix aussi. Donc le fiancé c'est un peu le symbole de la paix. S'il arrive dans cette famille, la famille va être lumineuse, va être solaire, tout le monde va être heureux, et donc c'est comme s'il y avait la paix dans la famille et la paix dans le pays. Et quels sont les thèmes qui sont abordés effectivement dans ce sujet? Malheureusement la guerre. La guerre, comment on réagit à la guerre, comment on s'expatrie, comment aussi il y a des coupures d'électricité tout le temps, comment on fait cuire
cuire un gigot, ou autre chose, ou un rôti de veau, quand le four est éteint. Donc il y a toutes ces petites choses du quotidien qui sont fascinantes aussi. Les coupures d'électricité, trouver de la nourriture aussi, aller au marché, le marché fermé, et puis tout le temps les bombes. Et très souvent, ils marchent à quatre pattes parce qu'il y a des snipers qui sont là tout le temps à vous tirer dessus si vous êtes près de la fenêtre. Donc le fond est assez dramatique, mais l'auteur a réussi à en mettre quelque chose d'un peu absurde. Oui, parce que c'est une comédie. Alors, je vais dire pourquoi c'est aussi une comédie, qui nous touche aussi beaucoup, parce que c'est joué en libanais par des acteurs libanais. Donc ça donne une faconde, un esprit à l'ensemble qui est hallucinant. Journée de noces chez les Chromadions, ça se passe donc au Théâtre de la Colline à Paris. Merci beaucoup à l'Homo Babkinus qui était sur ce plateau, merci. Bon, vous n'avez rien à voir avec la préhistoire, hein. Je ne veux pas vous... Non, vous insulter. Pas ce point-là. Pas du tout, vous n'avez que 25 ans. Merci beaucoup Bernard Baskin, merci. Bientôt, journaliste à Madame Figaro. Allez, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, vous me retrouverez, ce sera encore moi. Voilà, votre fidèle serviteur aux commandes de Bienvenue en Ile-de-France. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et donc à lundi sur le Figaro TV.